Merci, Dr Driss. Je commence tout d'abord par remercier le comité d'organisation du 28e Congrès national de pneumologie de m'avoir invité pour vous parler de l'immunothérapie de première intention dans les cancers du poumon non à petites cellules métastatiques. Comme a dit le professeur Chermiti en présentant la séance, donc la prise en charge ou le traitement des cancers bronchiques non à petites cellules stade 4 a connu ces dernières années un progrès très important, et ceci notamment en rapport avec deux révolutions. La première, c'est l'identification d'addictions oncogéniques, comme les mutations EGFR, les translocations ALK, ce qui va définir la première ligne thérapeutique chez ces patients par la thérapie ciblée ou les inhibiteurs de la tyrosine kinase. Et la deuxième révolution, chez les patients qui n'ont pas d'addiction oncogénique, c'est l'avènement de l'immunothérapie qui constitue actuellement la pierre angulaire dans le traitement des CMPC stade 4 en l'absence d'addiction oncogénique. Cette immunothérapie qui va utiliser des inhibiteurs de point de contrôle repose sur un biomarqueur décisionnel qui est le niveau d'expression de PD1 par les cellules tumorales, et donc l'avènement de cette immunothérapie a entraîné un changement ou un nouvel algorithme thérapeutique, et c'est à partir des années 2017-2018. Le mécanisme d'action de l'immunothérapie il est différent de la chimiothérapie conventionnelle cytotoxique. En fait, il existe deux inhibiteurs de points de contrôle immunologique qui ont un mécanisme d'action un peu différent, mais une finalité qui est assez proche. Le premier mécanisme existe au niveau de la phase priming, lorsque la cellule dendritique va représenter l'antigène tumoral au lymphocyte T cytotoxique via le complexe d'histocompatibilité et le ligand B7 qui va se relier soit au récepteur CD28 présent sur le lymphocyte T, et ça va entraîner une prolifération du lymphocyte T, soit il va se relier au récepteur CTLA4, et donc cette liaison elle a un effet de rétrocontrôle négatif sur le lymphocyte T. Et donc vous devinez, lorsqu'on va bloquer cette liaison par des anticorps anti-CTLA4, on va lever ce rétrocontrôle négatif et on va laisser la prolifération lymphocytaire se faire pleinement. Le deuxième mécanisme existe au niveau de la phase effectrice, donc lorsque le lymphocyte T va reconnaître la cellule tumorale, et donc il va se relier par le récepteur PD1 au ligand PDL1 présent sur la cellule tumorale. Et cette liaison, elle a un rétrocontrôle négatif sur le lymphocyte T, et donc l'utilisation d'anticorps anti-PD1 ou anti-PDL1 va lever cette inhibition et va stimuler la prolifération lymphocytaire. Et donc vous voyez, l'immunothérapie, elle va booster, elle va stimuler la réponse immunitaire du patient. Qu'en est-il de la place de l'immunothérapie en tant que traitement de première intention dans les CMPC métastatiques? En fait, il y a deux stratégies qui ont essayé d'introduire l'immunothérapie en tant que traitement de première ligne. La première stratégie consiste à s'affranchir complètement à la chimiothérapie, et donc les anti-PD1, PDL1 vont être utilisés soit seuls en monothérapie, soit en combinaison avec les anti-CTLA4, et cela chez des patients qui sont hautement sélectionnés avec un niveau d'expression de PDL1 supérieur à 50%. La deuxième stratégie, c'est la combinaison de la chimiothérapie avec la monothérapie, et c'est quel que soit le niveau d'expression de PD1 par la cellule tumorale. Donc, pour la première stratégie, l'utilisation de l'immunothérapie en monothérapie dans le traitement des CMPC stade 4, l'étude Keynote 024 a comparé l'utilisation du pembrolizumab en monothérapie par rapport à un doublé de chimiothérapie à base de sel de platine chez des patients ayant un CMPC stade 4, en l'absence bien sûr d'addiction oncogénique, avec un taux de PDL1 supérieur à 50%. Et cette étude a montré la supériorité du pempro en monothérapie par rapport à la chimio en termes de survie globale, qui est passée de 14 mois avec la chimio à 30 mois avec l'immunothérapie, avec un odds ratio à 0,63. De même, donc, cette étude a montré la supériorité du pempro par rapport à la chimio quant à la survie sans progression, avec une réduction de presque de 50%. Et cette étude a constitué la base de l'obtention de l'AMM du pembrolizumab en 2017
en tant que traitement en monothérapie pour le traitement des CMPC stade 4 en l'absence d'addiction oncogénique chez des patients ayant un taux de PDL1 supérieur à 50%. L'importance du niveau d'expression de PDL1 supérieur à 50% était confirmée par la négativité de cet essai, donc l'essai Checkmate 026, qui a comparé le nivolumab à la chimiothérapie et qui a inclus des patients avec un taux de PDL1 inférieur à 50%. Donc vous voyez, le test était négatif, la chimio était supérieure au nivolumab. Toujours dans l'immunothérapie en tant que monothérapie, l'étude IMpower 110 a comparé l'atezolizumab par rapport à un doublé de chimiothérapie chez des patients ayant un CMPC stade 4 en l'absence d'addiction oncogénique avec un taux de PDL1 supérieur à 50% et de même l'atezo était supérieur à la chimiothérapie en termes de survie globale et même de survie sans progression. Ainsi, si on veut synthétiser 3 molécules en l'AMM en France et qui peuvent être utilisées en tant que monothérapie dans le traitement des CMPC stade 4 avec un taux de PDL1 supérieur à 50% et en l'absence d'addiction oncogénique, donc le Pompro, l'atezo et le Cemiplimab. Concernant l'association anti-PD1 ou PDL1 avec les anti-CTLA4, donc l'association nivolumab et ipilimab était comparée à la chimiothérapie dans cet essai, Checkmate 227, donc cet essai qui a une méthodologie un peu complexe, bien qu'il était positif sur son critère de jugement principal avec la supériorité de l'association par rapport à la chimiothérapie. Donc cet essai a montré une toxicité majorée de l'association par rapport à la chimiothérapie seule ou par rapport à une immunothérapie seule, donc ce qui rend difficile le positionnement de cette association dans la stratégie thérapeutique des CMPC stade 4 donc en tant que traitement de première ligne. Et donc cette association n'a pas l'AMM en France, elle a eu dernièrement en Belgique et en Amérique. Concernant la combinaison chimio-immunothérapie, quel que soit le niveau d'expression de PDL1, en fait, le rationnel de cette association vient de la capacité de certains agents cytotoxiques de la chimiothérapie à générer une réponse immunitaire en induisant une mort cellulaire immunogène et à modifier le micro-environnement immunitaire tumoral en recrutant des lymphocytes T cytotoxiques. Donc cette combinaison ou cette association paraît intéressante pour les tumeurs immunologiquement ignorantes, c'est-à-dire les tumeurs qui expriment peu ou pas de PDL1. Ainsi, donc, plusieurs essais de phase 3 ont été réalisés. Ils ont comparé les combinaisons immunochimio par rapport à la chimiothérapie seule, aussi bien dans les carcinomes épidermoïdes que non épidermoïdes. Et donc, tous ces essais ont montré la supériorité de l'association quant à la survie sans progression et à la survie globale. Ainsi, donc, l'étude Keynote 189 a comparé le Pompro en association avec une chimiothérapie à base de pémétrexate sel de platine par rapport à une chimiothérapie seule dans des CMPC non épidermoïdes et a montré la supériorité de l'association et c'est quel que soit, comme vous voyez, quel que soit le taux d'expression de PDL1 et cette étude a permis en 2019 le remboursement en France du pembrolizumab en association à la chimiothérapie à base de sel de platine. De même, donc, dans l'étude IMpower 150, l'association atezo-bevacizumab carboplatine paclitaxel était comparée à la bevacizumab carbopaclitaxel et donc vous voyez la supériorité de l'adjonction de l'immunothérapie. Concernant les carcinomes épidermoïdes, donc l'étude Keynote 407 a comparé l'association Pompro avec carbopaclitaxel par rapport à la chimio seule et donc l'association était supérieure pour la survie globale et pour la survie sans progression. De même, donc l'adjonction de la chimiothérapie à l'immunothérapie comparativement à l'immunothérapie seule, elle permet la disparition de l'excès de progression précoce et elle améliore les délais de réponse, elle raccourcit les délais de réponse. Donc, quelle est la stratégie thérapeutique en première ligne pour les CMPC stade 4 sans addiction oncogénique? Donc, schématiquement, on va éliminer bien sûr les mutations. Pour les patients qui n'ont pas de mutation, donc on va regarder le taux de PDL1. Pour les patients ayant un taux de PDL1 supérieur à 50%, on a deux choix, soit la monoimmunothérapie,
Pampro, Sémiplumab ou Atezo, soit l'association chimio-pamprolizumab. Dans les autres cas, c'est-à-dire les patients qui ont un taux de PDL1 inférieur à 50%, ils doivent être traités par l'association chimio-pamprolizumab. D'une façon un peu plus détaillée, donc pour les carcinomes non épidermoïdes de stade 4 sans altération ciblable, on va regarder tout d'abord le taux de PDL1, puis l'état général du patient. Pour les patients ayant un PS 0 à 1, donc on va proposer en première intention la monoimmunothérapie. L'association sel de platine pémétrexate avec Pampro peut être proposée chez les patients non-fumeurs qui ont une tumeur menaçante ou qui sont traités par une corticothérapie de façon prolongée. Ensuite, pour les patients fragiles avec un PSA2 ou les patients âgés, on va proposer de première intention le traitement conventionnel, la chimiothérapie. L'utilisation de l'immunothérapie sera discutée en RCP. Pour les patients avec un taux de PDL1 inférieur à 50% avec un bon état général, donc on va proposer d'emblée l'association immunochimiothérapie. Pour les autres patients, c'est la chimiothérapie conventionnelle. L'immunothérapie sera discutée en RCP. Pour les carcinomes épidermoïdes, c'est la même stratégie thérapeutique, je ne vais pas refaire. La différence réside dans le choix des molécules de chimiothérapie. Donc, ces patients ne peuvent pas bénéficier du pémétrexate, donc ils seront traités par carboplatine paclitaxel en association avec le pamprolizumab. Qu'en est-il de la durée, de la dose, de la durée et du rythme de l'immunothérapie? Donc, il y a le schéma classique avec le Pampro à la dose de 200 mg toutes les 3 semaines, l'Atezo à la dose de 1200 toutes les 3 semaines et le Sémiplumab à la dose de 350 mg toutes les 3 semaines. Mais il y a des études de bioéquivalence qui ont montré qu'on peut espacer les injections de l'immunothérapie en augmentant la dose sans pour autant diminuer l'efficacité ou augmenter la toxicité. C'est ce qu'on appelle augmentation de dose ou flat dose. Et donc, pour le Pampro, il peut être utilisé à la dose de 400 mg toutes les 6 semaines, l'Atezo à la dose de 840 à J1, J14 ou 1680 mg à J1, J28. Par rapport à la durée du traitement, l'avènement de l'immunothérapie était fait d'une façon très rapide, ce qui a laissé en suspens la durée nécessaire du traitement. Mais si on reprend la littérature, on voit que la majorité des études ont arrêté le traitement par immunothérapie au bout de 2 ans. Mais ce qui se trouve dans les AMM ne suit pas les données des études. En fait, dans les AMM, il n'y a pas de limite d'utilisation de l'immunothérapie. Celle-ci peut être poursuivie jusqu'à progression ou toxicité. Mais donc, vous connaissez actuellement l'étude Keynote 024. En voyant, donc, au bout de 2 ans, on a un plateau aussi bien dans la survie globale que dans la survie sans progression. Cela suggère que, au-delà de 2 ans, on peut arrêter. Il n'y a pas un risque majoré de progression tumorale. De même pour l'association immunochimio, au bout de 2 ans, on voit le même plateau. Donc, on peut arrêter le traitement sans souci. Mais bien évidemment, il y a des arguments qui sont en faveur de la poursuite du traitement, notamment les oncologues ne veulent pas arrêter un traitement qui est actif, qui est bien toléré, par crainte du risque de reprise évolutive, donc qui rend le choix thérapeutique ultérieur un peu limité. Mais il y a des arguments en faveur d'un arrêt au bout de 2 ans, notamment le risque de développer des effets secondaires tardifs, l'efficacité prolongée de l'immunothérapie et bien sûr l'impact sur la qualité de vie et le coût économique. Donc, il est légitime de dire que la durée de traitement par immunothérapie doit être personnalisée et elle doit se baser sur des biomarqueurs. Donc, il paraît intéressant de regarder ce nouveau biomarqueur, notamment l'ADN tumoral circulant. Donc, cette étude a étudié le taux d'ADN tumoral circulant dans le sang chez des patients et on voit qu'au fur et à mesure des cycles d'immunothérapie, il y a une diminution de taux de l'ADN tumoral circulant, ce qui est en bleu clair, et il y a chez certains patients une réascension de l'ADN tumoral circulant. Et donc, cette étude a montré une corrélation entre le taux d'ADN tumoral circulant et le risque de reprise évolutive. Mais il y a des questions qui restent non encore claires, notamment quel test réaliser, qu'est-ce qu'on va rechercher dans l'ADN tumoral circulant, à quel rythme et à quel moment. Donc, si on veut synthétiser, l'immunothérapie peut être suivie
jusqu'à 2 ans en l'absence de toxicité. L'arrêt, il est possible au bout de 2 ans si on a une réponse complète. En cas de réponse métabolique partielle mais accessible à un traitement local, tout ça bien sûr avec une surveillance rapprochée et avec une discussion avec le patient quant aux risques, aux bénéfices, le retentissement sur la qualité de vie. Donc je vous ai mis ce tableau qui récapitule le nom des molécules, la classe, la dose classique, la flat dose, la durée de perfusion et la durée du traitement. Donc on peut suivre l'AMM et continuer le traitement jusqu'à progression ou toxicité, comme on peut, surtout pour le pembrolizumab en monothérapie, arrêter le traitement au bout de 2 ans et surveiller le patient de façon rapprochée. Il y a certainement des facteurs qui vont moduler la réponse à l'immunothérapie. Ces facteurs sont liés au patient et à la maladie. Donc, pour le patient, c'est notamment l'âge, l'état général, le statut tabagique qui est associé à une meilleure réponse. Donc, les patients qui sont traités par corticothérapie ou une antibiothérapie où on craint la diminution de l'efficacité de l'immunothérapie. Donc, les caractéristiques de la maladie, notamment la taille tumorale, le niveau d'expression de PDL1, la charge mutationnelle. Donc, l'immunothérapie, elle va bloquer des points de contrôle physiologiques. Donc, elle peut entraîner une toxicité immunologique. Cette toxicité peut toucher les différents organes. Elle survient généralement de façon précoce au bout des 3 premiers mois, ce qui justifie la réalisation d'un bilan préthérapeutique. Et ce bilan, il est clinique, biologique et fonctionnel. Donc, sur le plan clinique, on va interroger le patient sur ses antécédents personnels et familiaux de maladies auto-immunes. Le patient doit être averti du risque de progression d'une maladie auto-immune jusque-là en rémission. Un bilan biologique sera réalisé, comportant notamment la numération formée sanguine, évaluation de la fonction rénale, hépatique, le bilan thyroïdien, les sérologies HIV et hépatite, et le bilan fonctionnel avec la réalisation d'un ECG et une exploration fonctionnelle respiratoire. Concernant l'évaluation de la réponse au traitement, donc, il faut savoir que lors du traitement par immunothérapie, plusieurs phénomènes radiologiques peuvent être observés, comme l'hyperprogression. Donc, c'est une progression rapide, intense de la tumeur dès le démarrage de l'immunothérapie. La pseudoprogression, c'est un phénomène caractérisé par une augmentation du volume tumoral, voire même l'apparition de nouvelles lésions, mais cette augmentation, elle est transitoire. Le patient va évoluer par la suite d'une façon favorable. Et la réponse tardive, c'est que le patient il va prendre un peu de temps pour répondre à l'immunothérapie. Pour l'évaluation radiologique, il faut savoir qu'il y a des critères e-RECIST, donc c'est immunothérapie RECIST, qui ont été conçus spécifiquement pour prendre en compte les particularités liées à l'immunothérapie. Donc ces critères vont prendre en compte les lésions cibles, les lésions non cibles, les nouvelles lésions, et l'évolution sera caractérisée de réponse complète, partielle, stabilité ou une unconfirmed progressive disease. Donc c'est une progression inconfirmée. Dans ce cas, on doit poursuivre l'immunothérapie et faire un contrôle radiologique de façon précoce au bout d'1 mois. Pour le rythme de surveillance, donc la réponse elle doit être évaluée après 6 à 9 semaines, soit 2 à 3 cycles d'immunothérapie. Cette évaluation sera bien évidemment faite de façon plus précoce en cas d'altération de l'état général du patient. On ne peut pas parler de l'immunothérapie sans parler de certaines situations particulières, notamment les maladies inflammatoires. Donc, l'APR, les maladies inflammatoires rhumatismales, ne constituent pas une contre-indication à l'immunothérapie, mais ça risque d'entraîner des poussées de la maladie, parfois graves, intenses, nécessitant le recours à la corticothérapie, voire à des anti-TNF. Et dans ce cas, le patient doit être averti de ce risque et une surveillance rapprochée et attentive doit être faite. Pour les MICI, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, donc le patient doit être pris en charge par un spécialiste. On doit optimiser le traitement de fond et le risque de survenue de poussée paraît plus important avec les anti-CTLA4. Pour les patients ayant une PID, il y a bien sûr le risque de poussée de sa PID, comme il y a le risque d'apparition de PID immuno-induite qui va se surajouter. Pour les insuffisances d'organes, donc il n'y a pas d'études qui ont étudié spécifiquement ces patients. Ces patients ont été généralement exclus des études, mais donc c'est décrit dans la littérature. Par exemple, la dialyse ne contre-indique pas la réalisation de l'immunothérapie.
Pour l'insuffisance hépatique, aucune étude n'a traité ce sujet, mais il faut savoir que l'immunothérapie fait partie de l'arsenal thérapeutique des CHC sur cirrhose. Pour l'insuffisance cardiaque, donc l'immunothérapie peut induire une toxicité cardiaque. Ce n'est pas une contre-indication, mais il faut une surveillance par un oncocardiologue. Pour les patients greffés, transplantés, il y a un risque de rejet qui est majoré, donc le patient il doit être averti et la décision doit être prise conjointement entre le patient et le médecin. Pour tout ce qui est viral, infectieux, donc il n'y a pas de contre-indication. Pour l'hépatite B et C, les infections Covid, on va attendre jusqu'à la disparition des symptômes. En Europe, on recommande de traiter les patients chez qui donc, on trouve un quantiférant positif et qui vont démarrer une immunothérapie. Donc pour conclure, l'algorithme de prise en charge des CMPC stade 4 sans addiction oncogénique peut être réduit à une chimio-immunothérapie pour tous les patients. Le seul choix actuel concerne les patients avec un taux de PDL1 supérieur à 50% et pour qui on peut proposer juste une immunothérapie en monothérapie. L'immunothérapie n'a pas encore dit son dernier mot. Il y a de nouvelles pistes de recherche, notamment l'identification de nouvelles cibles, d'anticorps bispécifiques et même de vaccins en utilisant soit des ARN, soit des antigènes tumoraux, espérant que nos patients puissent bénéficier dans les plus proches délais de ces progrès thérapeutiques. Je tiens finalement à remercier mon équipe, l'équipe de pneumologie de Sfax, et particulièrement le cadre médical et paramédical de l'unité de soins palliatifs et d'oncologie de notre service. Merci pour votre attention. Merci Nesrine. Merci Nesrine pour cette mise au point sur l'immunothérapie. Et la parole est à la salle. Pour faire la liaison entre la présentation de Dr Marghli et votre présentation, l'expérience de nos collègues occidentaux, des patients qui ont eu une immunothérapie et qui ont été opérés après, on a fréquemment des adhérences très importantes au niveau pleural et donc ça complique les gestes. Et même si on programme de faire des gestes par des voies mini-invasives, ça se complique et on fait des conversions assez fréquemment. Donc ce traitement a des répercussions même sur la chirurgie si le patient est candidat à un traitement. Ce n'est pas dans le contexte des malades métastatiques, mais en général l'immunothérapie a une incidence sur l'acte chirurgical. Docteur Drira. Merci beaucoup pour votre... je voulais vous demander, en Tunisie, vous semblez faire beaucoup d'oncologie. Où est-ce qu'on en est par rapport à la disponibilité de ces médicaments, par rapport à leur utilisation? Est-ce que vraiment on arrive à poser des indications et à avoir les médicaments de façon aisée, surtout avec la procédure CNAM? Oui. Merci. Pour l'indication, ce n'est pas difficile de poser l'indication puisque actuellement on fait la biologie moléculaire pour éliminer les addictions oncogéniques et on recherche le taux de PD1 par l'immunohistochimie qui n'est pas difficile. Pour le remboursement, il y a le pamrolizumab qui a mis la demande pour l'obtention de l'AMM. Il n'a pas encore l'AMM en Tunisie, ce n'est pas encore remboursé, mais les patients peuvent déposer la demande suite au refus par la CNAM. Donc, ils peuvent déposer une demande auprès du ministère des Affaires sociales et ils peuvent bénéficier du traitement. Mais c'est une procédure qui prend du temps. Donc, vous saviez, un patient qui est diagnostiqué d'un cancer du poumon, il est anxieux, il veut commencer son traitement dans les plus proches délais, et donc il va choisir la chimiothérapie et donc sursauter à l'immunothérapie. Mais il y a des patients qui ont eu le traitement, surtout en privé. Il n'y aurait pas des produits à prix abordable qui viennent d'autres pays? J'ai entendu parler de cela. À ma connaissance, pour le pamrolizumab, la cure, ça coûte 33 000 dinars. Est-ce qu'il y a donc des circuits parallèles? Certainement, il y a donc des patients qui apportent à partir de la Turquie, mais
on n'a pas l'habitude. Un autre élément de précision, c'est qu'en Tunisie, nous avons la tésolizumab qui a la même en deuxième ligne, sauf avec un taux d'expression de PDL1 supérieur à 50%. Alors actuellement, avec la procédure que Dr Khalel a précisée, on arrive à avoir la téso même en première ligne, mais avec de la pression, avec des recours. Également, on a eu pour quelques malades le Pembro, même en première ligne de traitement. Donc je pense que les choses sont en train de bouger et prochainement, il y aura des changements dans les AMM, je l'espère. Oui, comme pour la thérapie ciblée, donc initialement, on a remarqué un refus très important de la part de la CNAM, mais actuellement, les patients donc peuvent avoir leur traitement de façon plus facile concernant la thérapie ciblée. Ah oui, la thérapie, c'est oui. Ça, c'est une autre... oui. Oui. Fatma, encore une petite question. Est-ce que ce schéma thérapeutique dont vous venez de parler pour les stades 4, est-ce qu'il est extrapolable au stade 3C lorsqu'il y a des contre-indications, par exemple cardiaques, à la chimiothérapie ou est-ce que c'est possible? Pour les stades 3, donc ce qui est recommandé, c'est la chimio-radiothérapie, soit en concomitant, soit en séquentiel. Et donc, puis, on peut proposer l'immunothérapie en tant que traitement pour les patients qui sont restés stables après traitement. Il faut démarrer l'immunothérapie dans un délai de 40 jours après l'arrêt de la radiothérapie. Mais est-ce qu'on peut donner l'immunothérapie seule avec la radiothérapie? Non, pour le moment, ce n'est pas recommandé.